bienvenue dans les Échos d'Arkham. Dans cette deuxième partie d'épisode dédiée à la création de personnages, nous allons nous concentrer sur la suite de cette création, c'est-à-dire les caractéristiques et l'historique de vos personnages. Les compétences. Et l'historique. Et l'historique de vos personnages. Puisque les caractéristiques, c'était ce que nous avions traité dans la première partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire de suite parce qu'on est vraiment sur la continuité et certainement qu'on va faire des références à la première partie. Donc écoutez dès à présent avant d'écouter cette partie-là. Et abonnez-vous à la chaîne. Ne fût-ce qu'une référence aux points d'éducation qui vont être primordiales dans cette deuxième partie. Alors, revenons à notre création. Deuxième étape de la création, c'est le choix de l'occupation. Donc, on a dit qu'on voyait la silhouette de notre personnage apparaître, qu'on voyait s'il était grand, fort, beau ou petit, râblé et un peu bête. Et maintenant, on va passer à l'étape des choix. Ce ne sont plus les dés qui vont décider pour nous, c'est nous qui allons décider de tout. Donc on passe du tirage à une vision du tirage et d'une vision chiffrée du personnage à une projection qu'on pourrait qualifier de plus littéraire. Votre imagination d'auteur et d'écrivain est appelée à la barre pour aider à cette création. Alors on avait dit à la fin de la première partie qu'il fallait commencer à réfléchir à ce qu'on imaginait de son personnage. Qui est-il? Que fait-il? Quelle est sa profession? À quoi ressemble-t-il? On peut se poser la question, est-ce un homme ou une femme? Donc le choix peut se faire de deux façons, puisque maintenant nous allons devoir faire un choix qui est le choix de l'occupation. Soit on va regarder les listes de personnages tels qu'ils apparaissent dans le manuel du gardien ou le manuel de l'investigateur et choisir les compétences, enfin la liste avec les compétences qui nous satisfassent le mieux, qui nous intéressent le plus. Mais bon, personnellement, je trouve pas que ça soit très intéressant. Ou alors, on se projette dans un archétype, un personnage à la Tintin, à la Indiana Jones, à la Hercule Poirot, selon ce que vont faire. Et puis, on trouve la profession correspondante, journaliste, archéologue ou détective. Et voilà comment on fait. En fait, assez souvent, les joueurs, ils ont déjà une petite idée à ce moment-là sur ce qu'ils peuvent faire. Mais cette liste des occupations, des choix d'occupation, elle est souvent décisive. Alors, ce choix de l'occupation, il va se faire parmi la vingtaine proposée dans le livre de base pour la 7e édition, 28 exactement. Ou si vous disposez du guide de l'investigateur, il y en a carrément une centaine. Sachant qu'il faut quand même faire attention parce que pour celles-ci, elles ne seront pas forcément faciles à intégrer dans une campagne. Ouais, effectivement, les professions présentées dans le manuel du gardien sont... à part peut-être pour l'informaticien de l'époque moderne, elles sont quand même assez Lovecraftiennes. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et il y a quand même des... Oui, là tu parlais de l'informaticien, je crois. C'est vrai que, bon, il peut y avoir des fois, c'est même des, j'ai envie de dire, des ensembles ou des... Par exemple, vous savez, différents... comment dire? Un groupe où ça va être des métiers liés à militaire, par exemple. Puis en fait, dans militaire, tu vas avoir un sergent, tu vas avoir plein de petites différentes catégories comme ça. Et on le voit au fur et à mesure des éditions. Hein. Dans la première édition, on avait 9 occupations possibles. Alors, c'était pas beaucoup. Là, on était vraiment sur du Lovecraftien. Hein, très, très Lovecraftien, c'est-à-dire qu'on avait, dans les personnages qu'on a cités au départ, on avait des dilettantes,
ce qui était d'ailleurs Lovecraft d'un certain côté, c'est-à-dire que des gens qui vivaient de la fortune familiale, hein. C'est aussi le cas de Robert Olmsted, ou des professionnels de la connaissance, hein, des professeurs d'université comme Will Marth, Armitage, Morgan, Warren Reiss, y compris des spécialistes, hein, comme des archéologues, des ethnologues. On avait des journalistes, parce que c'est une profession d'enquête qui est assez évidente dans ce cas-là, même si je ne suis pas sûr qu'un seul des héros de Lovecraft ait jamais été journaliste, mais je fais peut-être une erreur. Et puis, même quand on va dans le détective, c'est déjà, on sort presque du Lovecraftien avec cette activité-là. Maintenant, dans la 7e édition, surtout dans le manuel de l'investigateur, vous avez des professions qui sont quand même très, très éloignées de l'esprit Lovecraftien. Vous allez pouvoir faire, je ne sais pas, un vagabond, un cheminot. Le vagabond existait déjà dans la première version. Ah, pardon. Ouais, c'était assez rigolo. On est passé de 9 profils à 26, puis 28. Après, on est passé sur des groupes. Alors, il n'y avait plus que 10 groupes, mais dans les groupes, il y avait plein de professions possibles. On le voit notamment dans le manuel de l'investigateur, le premier manuel de l'investigateur pour la V5, du coup, qui regroupe énormément de profils, de métiers qui sont... Il doit y en avoir une centaine aussi, comme dans le manuel de l'investigateur. Et du coup, on avait même des métiers sportifs, joueur de baseball. Enfin, là, on sort clairement des nouvelles de Lovecraft, quoi. Ouais. Mais ça peut rester intéressant à jouer en fonction du scénario, bien sûr, parce que le personnage qu'on souhaite créer, il faut aussi penser il faut le penser en fonction de la campagne ou du scénario qu'on a envie de jouer. C'est sûr qu'on va pas forcément faire un comptable ou un serveur, ou une prostituée. Voilà. On va pas mettre un vagabond sur un paquebot qui fait un transatlantique, par exemple. Enfin, ce serait un peu illogique. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il y a pas mal de choses différentes. Il y en a pour tous les goûts. Oui, et puis du coup, on peut orienter ces scénarios avec des occupations très particulières, quoi. On peut faire, par exemple, un groupe entièrement dépendant de la police d'une ville, avec à la fois un enquêteur classique, des agents de terrain, un plongeur sous-marin, parce que il y a un fleuve qui traverse la ville. Un conducteur de voiture de police qui fait ça toute la journée. Donc on peut faire un groupe homogène avec des activités qu'on va dire un peu particulières. Mais à la base, vraiment, dans la première édition, c'était frappant de voir à quel point les occupations, elles étaient dans l'esprit des nouvelles, hein, quand même. Oui, d'ailleurs, juste pour se faire plaisir, on peut les lister, hein, c'est très rapide. Vous aviez avocat, médecin, dilettante, journaliste, écrivain, professeur d'université, historien / antiquaire, parapsychologue et détective privé. Non. Mais c'est vrai qu'on s'amusait bien rien qu'avec tout ça, quoi. Ça suffisait à... Après, les occupations se sont multipliées. Alors, bien entendu, le choix de votre occupation, elle influera fortement sur la répartition des points de compétence, puisqu'en fait, chaque occupation se définit avant tout par une liste de compétences dans lequel vous allez pouvoir répartir un nombre, c'est le nombre le plus important, hein, par rapport au placement libre, de points de compétences professionnels. Des fois, il se définit aussi par un niveau de crédit, recommandé, c'est-à-dire que selon la profession, on vous indique de ne pas avoir au-dessus d'un certain niveau de crédit. Hein, par exemple, si vous êtes clochard, vous avez entre 0 et 5 points de
de crédit. Si vous êtes investisseur, par exemple, vous allez avoir la faussaire, par exemple. Un faussaire, il a un crédit recommandé entre 20 et 60. Il se définit aussi, et ça on va y revenir, par une détermination, par une formule pour déterminer ses points de compétence d'occupation. Puisque à la base, les points de compétence ils dépendaient systématiquement de l'éducation. Or maintenant, ça peut dépendre d'autres caractéristiques. Par exemple, j'ai le voyou sous les yeux, ou le tueur à gages. Le tueur à gages, ses points de compétence, c'est son éducation x2, plus soit la dextérité x2, soit la force x2. Donc, pour ça a changé. À la base, c'était le nombre de points d'éducation x 15. Donc, on se trouvait très très vite limité. Bon, tout ça nous permet de passer au troisième point, la troisième étape, c'est-à-dire la distribution des points de compétence. Alors, on peut dire que c'est une étape importante, puisque c'est même généralement considéré comme l'étape la plus importante, celle qui nous frappe le plus, car les personnages de l'Appel de Cthulhu sont fortement définis par leurs compétences professionnelles. Ils sont ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent faire. Le plus gros quota des points de compétences provient de l'occupation choisie. Il convient de répartir un nombre de points déterminé par une formule dans une liste de compétences correspondant à la profession. Donc généralement, c'est 7 ou 8 compétences auxquelles il faut rajouter, j'y reviendrai plus tard, mais une compétence particulière qui est le crédit, qui est accessible pour toutes les occupations, pour toutes les professions. Alors, la différence aussi par rapport aux précédentes éditions, c'est que des fois, ces compétences devront être définies. Par exemple, dans arts et métiers, il faudra choisir quel type d'arts et métiers, si c'est plus de la musique, de la peinture, de l'artisanat. Dans l'ensemble, on a généralement c'est 7 ou 8 compétences. Alors avec des fois à l'intérieur de ces compétences des choix à faire. Par exemple, assez souvent, c'est une compétence parmi les compétences liées au charisme et aux interactions que sont persuasion, charme, baratin. Voilà. Après, je me souviens d'une règle, en tout cas là je suis en train de la revoir là, dans la 6e édition. Ils nous disent que par exemple, en fonction de ton occupation, ta profession en tout cas, ta compétence, elle doit être avec là dans cette édition-là, c'est un minimum de 60%. Est-ce que dans la 7, il y a un minimum il n'y a plus de minimum recommandé. Mais est-ce qu'on considère du coup que, je sais pas, à 60%, tu es considéré vraiment comme un professionnel dans cette activité, oui, tu es vraiment un expert? Oui, alors je crois que la 6e édition elle définissait un petit peu mieux les niveaux. Effectivement, c'est dans celle-là qu'ils indiquent, ils en avaient déjà parlé précédemment, de à partir de quel niveau de compétence on peut vivre d'une compétence. C'est-à-dire que si tu es archéologue, ça paraît logique que tu n'aies pas un niveau de 20% en archéologie.
Ça, c'est évident. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a un pourcentage maximum qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir? Alors ça, on va... Ouais, ça, on va revenir parce que c'est une variante officielle, le maximum. Là encore, c'est pour éviter les optimisateurs. Moi, c'est une variante officielle, mais que je recommande fortement, qui est de mettre un plafond aux compétences de 75%. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est vrai que avoir un personnage qui arrive avec déjà 90% en bibliothèque, ça peut être dommage. Bon, d'autant plus que dans la 7e édition, il y a quand même globalement plus de points à répartir que dans les premières. On a également le fait que la répartition entre je vous disais, généralement 8 compétences, elle dépend pas que de la caractéristique éducation. Donc ça peut être intéressant pour des personnages qu'on va dire par exemple plus physiques. Donc un soldat, par exemple, il répartit 2 fois son score d'éducation, plus 2 fois son score de force ou 2 fois son score de dextérité entre ces 8 compétences. Alors, précisons là aussi, parce que c'est pas évident pour tous les joueurs, on l'a déjà vu dans certains cas, la détermination du niveau de compétence, il se fait en ajoutant au niveau de base le nombre de points qu'on y attribue. Ainsi, chaque point attribué augmente ce score de base d'autant. Attribuer 20 points en psychologie fait passer son score de 10 à 30. C'est pas si vous attribuez 20 points, vous êtes à 20%. On fait passer de 10 à 30. Et du coup, inversement, pour toutes les valeurs où vous n'ajoutez pas de points de compétences, vous avez toujours au moins 1%, si je ne m'abuse. Le jeu prévoit que sur votre fiche personnage, vous avez quand même un minimum de pourcentage qui vous serviront éventuellement sur un malentendu. Ça peut marcher, quoi. Ouais, alors, encore faut-il que le maître de jeu vous autorise, parce que c'est vrai qu'il y a un jet de langue, si tu connais pas du tout la langue, ça me paraît toujours un peu bizarre. Même si je sais qu'il y a toujours le 1%, je vois pas comment quelqu'un qui n'a jamais étudié l'astronomie pourrait reconnaître une étoile. Mais bon, il y a débat. Il y a peut-être des auditeurs qui pourraient avoir des expériences à nous raconter en commentaire. Exactement. Et puis si tu as 0,1 et que tu fais 0,1, est-ce que c'est... quel type de réussite est-ce que c'est ? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, non, j'avais jamais pensé à celle-là. Alors, une autre variante que je veux vous proposer aujourd'hui, toujours pour éviter les optimisateurs, c'est de faire des coûts supérieurs quand vous dépassez un certain niveau. Par exemple, vous pouvez décider qu'au-delà de 50%, les compétences coûtent le double. Donc, afin de passer psychologie de 10 à 60, ça ne coûterait plus 50 points, mais 60, c'est-à-dire 40 pour passer de 10 à 50 et 20 pour passer de 50 à 60. Donc ça, c'est une autre proposition. Moi, en fait, je ne l'ai jamais utilisée. Mais si vous voulez éviter d'avoir des compétences qui courent très très haut, vous pouvez utiliser cette règle qui fera réfléchir les joueurs avant de créer des personnages avec des compétences supérieures à 50. Dans la première partie, on disait relisez votre fiche de personnage avant de la jouer. Mais ça va aussi pour le maître de jeu, pour le gardien. C'est intéressant. Lisez les fiches de personnages de vos joueurs pour valider un peu comme dans un GN, si vous en faites, vous avez une validation de votre fiche personnage avant la partie pour quand même vérifier que c'est pas trop farfelu, quoi. Ouais. Si par exemple, donc je vous parlais des en moyenne 8 compétences qui sont accessibles par profession, si vous décidez de mettre aucun point dans une de ces compétences, il faut généralement réfléchir quand même à une explication.
pourquoi mon personnage est aussi nul dans tel domaine alors que c'est censé faire partie de mon domaine professionnel. Alors après ces compétences professionnelles, il convient également de répartir des points sur des compétences d'intérêt personnel. Bon, les compétences professionnelles, c'était relativement facile parce que vous aviez beaucoup de points à répartir sur un nombre de compétences assez limité. Là, par contre, vous avez un peu moins de points à répartir sur toutes les compétences que vous voulez. Donc ces points sont égaux à l'intelligence x 2. Ça permet d'individualiser son personnage et aussi ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question pourquoi ces points de compétences d'intérêt personnel vous les a fait. Qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire de votre personnage, vous avez acquis ces compétences en particulier pourquoi mon personnage a appris à piloter un avion, par exemple, en parlant de compétences un peu particulières, alors qu'il est comptable et que normalement il n'a pas à monter dans des avions. Il faut expliquer qu'effectivement, peut-être que dès l'enfance, il a été passionné par l'aviation et que c'était un de ses rêves de gosse et qu'il y a passé une partie de son argent pour apprendre à piloter. Une bonne méthode pour quelqu'un qui est bon en tir, c'est que il fait de la chasse, quoi. Oui, par exemple. Alors, je voulais vous proposer une autre variante sur la répartition des points. C'est que la répartition des points, vous pouvez ne pas la faire à la création, mais pendant la première aventure. Comme ça, le joueur dispose de ses points qu'il va répartir au fur et à mesure de ses besoins. Ça permet de jouer plus vite, déjà, si vous avez envie si vous n'avez pas de pré-tiré, mais vous voulez jouer rapidement, vous pouvez faire ça. C'est un petit peu ce qu'on avait fait dans le live Twitch où les compétences, c'était pas forcément dès le début, mais la répartition se fait progressivement. Mais en gros, le joueur peut répartir des points dans ses compétences avant de faire un jet. C'est-à-dire que la première fois qu'il va avoir à faire un type de jet, je sais pas, par exemple, il va dire je veux crocheter cette serrure et on va lui dire mais tu t'y connais en crochetage, et elle va vous dire il ou elle va vous dire il se trouve que effectivement j'ai des points de compétence encore à répartir, je vais décider avant de faire le jet de mettre 40 points en crochetage. En fait, c'est un peu comme un personnage qu'on découvrirait progressivement au fur et à mesure de l'histoire. Alors là encore, je ne l'ai jamais pratiqué, mais ça m'est venu à l'idée une des dernières fois quand tu étais maître, où il y avait une des joueuses qui me disait ouais, non, mais là, on peut dire qu'elle pratique la chasse, donc elle sait suivre une piste. Et je me suis dit, normalement non, puisque la création du personnage, j'ai déjà fait. Mais ça peut être une idée intéressante pour des prochaines fois, d'arriver avec la détermination des caractéristiques, mais pas encore la répartition des compétences, et de les faire progressivement. Et j'avais dit quoi à ce moment-là? Je me rappelle plus. Non, les personnages étaient déjà créés. J'avais dû dire bien essayé, mais ça marche pas. Mais je trouve que c'est une super idée. J'avais jamais pensé à ça non plus. Le truc qui me vient comme ça, c'est que je me dis peut-être pas garder tous les points de côté, parce que si par exemple dans l'aventure, dans le scénario, tu utilises que 4-5 compétences, toutes les compétences que normalement, tous les points que tu mets dans des trucs random des fois, tiens, on sait jamais, je vais mettre un truc dans naviguer au cas où, qui te serviront absolument pas, là tu les as encore en réserve, et en fait tu peux carrément cheater, tu peux te mettre 80 en bibliothèque facilement, ou 70. Mais du coup je me dis, est-ce que du coup, comme on utilise quand même parfois peu de compétences, ça fait que on aura énormément de points, et on répartira pas tout, mais toutes les compétences qu'on aura, elles seront hyper fortes. Ouais, en fait, je sais pas. Faudrait vraiment tester. Je pense que ça peut être intéressant en tout cas. Faudrait tester. En fait, on part de l'idée qu'on va faire un scénario avec des personnages qui sont encore flous
pour nous, dont on n'a pas déterminé l'historique. Et au fur et à mesure, le joueur va dire « Ah bon, bah finalement, ça j'aimerais bien savoir le faire. » Donc je mets des points de compétence, ils restent. Hein, forcément, une fois qu'il les a inscrits, ils restent. Et puis, à la fin de l'aventure, il dit bah, « Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi tu es comme ça. » Et en fait, il écrit son historique aussi au fur et à mesure. Ouais, c'est une très bonne idée, je trouve. Alors, de nouveau une règle optionnelle, mais qui là est une règle officielle, enfin une règle optionnelle officielle, c'est celle des bagages d'expérience qui permettent de commencer avec des points de compétence en plus, mais avec des désavantages qui les accompagnent. C'est souvent une baisse de la santé mentale. Alors par exemple, dans le manuel de l'investigateur, vous avez le bagage militaire qui fait que vous avez participé à la guerre de 14-18. Donc vous avez un certain nombre de points à rajouter dans des compétences liées au combat. Mais en contrepartie, vous pouvez avoir des cicatrices et vous avez des pertes de santé mentale. Bon, voilà, par exemple, c'est 70 points dans des compétences suivantes. Vous avez bagage du mythe qui fait que vous pouvez commencer avec un personnage qui a déjà eu affaire au mythe de Cthulhu. Donc là, bon, le niveau en mythe de Cthulhu, il est forcément assez limité. Il propose un D10 points plus 5 avec une réduction de santé mentale qui va avec. Voilà. C'est aussi c'est aussi proposé comme règle optionnelle par exemple dans Berlin le dépravé ou dans d'autres cadres de jeu où il peut y avoir des bagages d'expérience proposés. Et un dernier point, quand on parle des compétences, il y a une compétence particulière, c'est le crédit. Le crédit détermine votre niveau de richesse. Et pour moi, on peut, c'est même plus qu'on peut, on doit y attribuer des points professionnels. Donc en fait, c'est l'argent qui est généré par votre activité professionnelle, ou ça peut être des points personnels, c'est-à-dire générés par un héritage, par exemple. Cependant, bon, là encore, je parle pour moi, il est important de limiter le niveau de cette compétence, parce que si un PJ est millionnaire, il peut obtenir tout son argent dès le départ, et le jeu n'a plus tellement d'intérêt. Je vais payer des nervis ou des tueurs à gages pour faire le boulot, quoi. Ouais, on se le joue à une vieille série des années 80, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Ouais. L'amour du risque, voilà comment ça s'appelait. L'amour du risque. Et oui, nous sommes vieux. Ensuite, suite à ça, on a attribué toutes les points de compétence et on a réglé toute la partie réellement chiffrée du jeu. On va passer à la couche de vernis. Notre personnage est une belle machine qui peut fonctionner et qui peut faire tous les jets de dés. Mais maintenant, on va essayer de le transformer en quelque chose de plus humain en parlant du profil. Le profil, là encore, c'est à ma connaissance, c'est vraiment quelque chose qui est apparu dans la 7e édition. Ouais, j'ai vérifié, j'ai regardé un petit peu. Mais on a déjà... il y a toujours eu un verso déjà aux feuilles, parce que vous aviez le recto avec beaucoup les chiffres, et le verso avec des choses un peu différentes. Et on a toujours eu un verso, ça je m'en suis aperçu, mais il était quand même beaucoup moins détaillé. On avait aussi une partie un peu notes ou descriptif.
on pouvait éventuellement y apporter beaucoup de détails, mais c'est vrai que la 7 version, la 7, elle nous propose des pistes de réflexion en fait. Et c'est ça qui est bien. Alors là encore, hein, si vous voulez jouer vite et ne pas vous embêter avec ça, cette partie du profil, elle peut être éliminée. Hein, si vous voulez faire une création rapide, moi je me rappelle que mes premières parties, les investigateurs, c'était avant tout des professions et on réfléchissait pas trop au-dessus. Mais bon, c'est un peu dommage parce que ces règles sur les personnages importants, les lieux significatifs, les biens précieux, ça donne déjà un petit avantage pour recouvrir la santé mentale. Et de plus, ce sont des règles qui permettent d'étoffer le personnage et de déboucher assez naturellement sur l'historique. Et puis en vrai on l'avait déjà dit, mais c'est aussi un plaisir déjà de pouvoir, d'une certaine manière, déjà jouer avec son personnage. On joue déjà au jeu quand on crée un investigateur, on tire des dés. On pense, on invente des choses, on se crée la vie de notre personnage, on est déjà dans du jeu de rôle d'une certaine manière. Alors, les règles, elles proposent des tirages pour ces profils. Moi, je vous les déconseille. Pour moi, ces listes de profils, c'est plus intéressant d'être des choses qui vous donnent des idées et des propositions. C'est genre un peu c'est un peu comme des tableaux là, tu tires un dé, Ouais, t'as 20, voilà. Tiens, lui ça veut dire que si t'as fait 20, il est veuf. Ok, si t'as Ça fait, veut dire que son lieu, c'est la maison où il a grandi, ou le lieu, D'accord. c'est l'endroit où il a son activité professionnelle. Ça Voilà. peut éventuellement donner des idées, bon, pourquoi pas. Ouais. Alors, les profils qui sont à remplir sont la description, l'idéologie et croyances, les personnes importantes, les lieux significatifs, les biens précieux, les traits et puis aussi la détermination du profil ayant la valeur d'attache vitale. Comme je vous disais, vous ne devez pas vous sentir obligé de remplir tous ces traits. Hein. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'avoir un bien précieux ou un lieu significatif. Alors déjà, la description. Donc, il vous conseille de décrire en quelques mots, mais vous pouvez aussi partir d'une illustration. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on part d'une illustration ou d'une vieille photo trouvée sur Internet ou d'un dessin que vous avez fait, si vous êtes doué pour le dessin. Il y a des illustrateurs qui ont trouvé leur vocation en faisant du jeu de rôle. Il y en a même pas mal. Quand on était chez Arnaud, il nous parlait de son cousin qui avait enchanté leur partie par ses dessins. Et ça m'a beaucoup rappelé Zone Geek avec Gélus et Nurgle, où il racontait ça aussi, qu'au tout début, je crois que c'est Nurgle qui faisait des dessins pour animer les scénarios, quoi. Ouais. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode qui est l'interview d'Arnaud, c'est une interview qu'on a fait, un partage qu'on a fait pendant une soirée avec une connaissance à nous, avec un ami qui est un passionné et collectionneur à la fois de jeux de rôle, que ce soit Donjons et Dragons, Lovecraft, et l'Appel de Cthulhu, et aussi de tout ce qui est lié à Lovecraft. Et c'est une conversation très 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 intéressante qu'on a eue et qu'on espère pouvoir continuer à avoir avec lui. N'hésitez pas à aller écouter parce que c'est très enrichissant. Il raconte beaucoup son expérience en tant que joueur. Et voilà. Alors on passe au trait suivant qui est l'idéologie. Alors là encore, moi je vous conseille de vous inspirer de se présenter, mais vous pouvez être un peu moins caricatural et balancer entre plusieurs. Hein. Par exemple, un homme élevé dans une tradition religieuse, mais tenté par des idéaux politiques contradictoires par rapport à sa tradition, ça peut être un personnage intéressant. Un patriote, mais qui est à la fois matérialiste et qui est déchiré entre l'amour de sa patrie et et son ambition personnelle. Enfin voilà, ce genre de choses. Le trait suivant, ce sont les personnes importantes, ou la personne importante. Alors ça, c'est vraiment une base intéressante pour l'historique parce que c'est le genre
de traits qui parlent à tout le monde. On est dans un historique, c'est assez facile de s'imaginer un mentor, un tuteur ou même tout simplement un parent qui a eu une influence très importante et qui continue à avoir une influence importante sur vous. La personne importante, elle n'est pas forcément en vie encore. Ça peut être une personne décédée. Par contre, ça peut être un petit peu compliqué, mais là encore, pas totalement impossible de faire de la personne importante son attache vitale si elle est décédée. Mais après tout, on peut imaginer quelqu'un allant régulièrement sur la tombe de son père, de sa mère, de ses enfants, de son amante disparue, et ça peut faire une belle histoire. Et surtout si votre personnage est occultiste ou voyant ou quoi que ce soit, il peut éventuellement être en contact avec, en tout cas, essayer de rentrer en contact avec cette personne-là. Oui, il y a cette possibilité aussi, pourquoi pas. Alors, lieu significatif, là encore, c'est un trait qui peut parler à tout le monde. On s'imagine tous avoir, on peut avoir un lieu, une maison d'enfance ou même plus généralement le fait de se retrouver en bord de la mer, ça peut être quelque chose d'important pour vous, et en ça peut être une attache vitale intéressante. Le fait que l'attache vitale, c'est un trait qui vous permet, si vous le cultivez, de recouvrer plus facilement des points de santé mentale. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui n'est pas bien va se retrouver dans un lieu important. Ça peut être une église, par exemple, pour prier, ou ça peut être la maison où vit sa famille et où il va se sentir en sécurité. Ou alors un personnage qui aime les embruns de la mer et qui se sent bien étrangement dans une ville portuaire comme Innsmouth, par exemple. Il peut y avoir des évolutions intéressantes. Voilà. Bien précieux, c'est une sorte de fétiche. Alors là aussi, curieusement, c'est un trait qui plaît bien. Ça peut faire des jolies histoires. Là, on en a encore eu une récemment. Donc pourquoi pas. Alors en plus, le bien précieux, pour le MJ, on peut facilement jouer avec. Qu'est-ce qui va se passer si le bien précieux est dérobé, si le personnage pense que son bien a été détruit. Ça peut avoir des effets très négatifs, mais ça peut aussi être l'amorce d'une nouvelle aventure. Ensuite, les traits. Alors là encore, pour moi, c'est optionnel, puisque en fait, dans les règles, c'était un tirage. Et en gros, c'est des adjectifs qui peuvent porter sur le physique comme sur le moral et qui permettent de définir votre personnage. Ça permet de rajouter une touche de particularisme à votre personnage joueur. Alors là encore, je vais vous en citer quelques exemples. Parce que ça peut être plus parlant que par exemple là dans la table qui propose un des traits, c'est loyal, une amitié indéfectible, tient toujours sa parole, prêt à mourir pour ses idées, ou bon cuisinier, fait des gâteaux succulents, peut préparer un repas à partir de n'importe quoi, palais raffiné. Donc vous voyez, c'est un petit plus, une petite particularité de votre personnage qui va aider à le définir psychologiquement. Oui, c'est d'ailleurs plus psychologiquement que physiquement. Physiquement, c'est plus la description. En tout cas, si vous mettez un trait ou des traits ou des particularités de votre personnage, il faut vraiment qu'à un moment donné, vous puissiez réussir à le jouer, même si c'est dans un petit moment, parce que c'est des choses qu'on va se rappeler. C'est des petits détails comme ça, où vous avez joué à fond le truc, si ce n'est quelques secondes, et on va s'en rappeler en fait. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant au-delà
de l'aspect enquête, investigation, des fois des moments de la vie courante où ce trait de personnalité ressort, comme vous avez préparé un super gâteau, etc. Des fois, c'est des expériences qui marquent. Oui, puis après, on s'en rappelle. C'est des souvenirs de jeux importants. Et on fait des anecdotes dans des podcasts. Ouais, voilà. Alors, l'attache vitale, vous pouvez déterminer un élément de votre profil qui est votre attache vitale, qui est particulièrement importante pour vous et qui va vous permettre de récupérer des points de santé mentale en faisant un travail personnel en liaison avec cette attache vitale. Donc, ça paraît plus évident avec l'idéologie. Par exemple, si quelqu'un est absolument passionné par son travail, on peut supposer qu'effectivement, il se sentira mieux à son travail. Si quelqu'un est très croyant, il va pouvoir retrouver un certain réconfort en allant prier dans un lieu de culte, quelle que soit sa religion. Si c'est la personne importante, on peut s'imaginer qu'en revenant retrouver cette personne importante et en lui parlant ou en vivant simplement avec lui ou avec elle, on se sente mieux. Donc ça me paraît une idée très très intéressante et puis facile à utiliser. Donc moi, pourquoi se priver ? Moi, je vous conseille de prendre une attache vitale parce que c'est un des éléments du profil les plus intéressants. Je vous conseille d'aller à la page 49 du manuel de l'investigateur où il y a des conseils très intéressants sur la façon de donner une touche de vie à votre personnage. C'est le petit encadré qui s'appelle « Quelques conseils pour un profil réussi ». On a peut-être des anecdotes à raconter sur le profil. Enfin, moi, je pense à quelque chose en particulier concernant une partie récente, parce que on a fait récemment le premier scénario de Berlin la dépravée, et notamment parmi vous, il y avait quand même deux beaux profils. Et deux belles attaches vitales qui étaient aussi deux belles histoires d'amour. Alors, Jean, on peut peut-être parler de la tienne. Ouais. Oui, moi, mon personnage, donc, c'est Anna, qui est une comédienne, une jeune comédienne, qui est très amoureuse de son mari et qui nourrissent ensemble entre guillemets le secret d'avoir une carrière à Hollywood en Amérique. Et du coup, il y a cette relation. Alors, le personnage du mari n'est pas encore intervenu, en tout cas, est-ce qu'il apparaîtra, je ne sais pas, mais au-delà de ça, dans la façon dont le personnage l'est joué, moi je me souviens d'un moment donné où, par exemple, on a donc Anna qui reçoit des avances d'une autre femme dans un cabaret et qui en fait aurait très bien pu y succomber par exemple, mais parce qu'elle est très amoureuse de son mari, parce que l'interaction se termine à ce moment-là, quoi, juste au moment fatidique. Et moi j'avais ça en tête. Après je fais ça d'autres moi en pensant à Anna justement par rapport au profil, même si c'est qu'un profil, j'avais aussi je m'étais dit que ça pouvait te valoir un dé bonus lors de la scène où tu as été interrogé de façon assez cavalière par ce personnage, c'est cet ancien militaire qui te draguait, et je disais effectivement elle peut résister à l'intimidation en pensant à son mari. Par exemple,
De même qu'il y avait un autre personnage pour qui une des choses importantes, c'était pour qui la relation très forte et puis l'objet important, c'était, je ne sais plus si c'était une montre ou un portrait qui venait de sa défunte femme. J'ai utilisé justement cette relation avec sa défunte femme pour lui et contre lui, puisque la peur d'avoir tué sa femme était dans un de ses cauchemars, mais également j'ai considéré que le souvenir de sa femme pouvait l'aider à résister à certaines au fait qu'un esprit puisse vouloir l'envahir. Donc, je m'en souviens. Ça jouait dans les deux sens. Alors là encore, juste un dernier point sur les profils, c'est que je vous propose en règle optionnelle de la possibilité de faire évoluer ces profils suite à l'aventure et avec l'accord du MJ. Il peut y avoir une personne, vous pouvez changer de personne importante. Votre personnage peut tomber amoureux, par exemple, de quelqu'un qui va devenir sa personne importante. Son objet précieux peut disparaître. Sa relation avec le lieu où elle s'est toujours sentie bien peut évoluer. Donc, pour moi, les profils ne sont pas complètement figés et on peut les faire évoluer suite à l'histoire. Alors tout ça nous amène enfin à l'historique, puisque les profils vont beaucoup nous aider à créer l'historique. Alors l'historique, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément détaillé dans les règles sur la création de personnages, mais généralement, nous c'est ce qu'on fait, on prend le temps de passer, de réfléchir et d'imaginer un petit texte racontant la vie de votre personnage joueur avant le début de ses aventures. Alors ça peut sembler barbant, mais c'est aussi une vraie satisfaction pour le joueur, et c'est son moment à lui d'être créatif. Sans écrire tout un scénario de jeu de rôle, il peut prendre le temps d'écrire une page sur qu'est-ce que c'était son personnage. Et bon, personnellement, moi, j'y trouve beaucoup de plaisir. Alors, éventuellement, c'est aussi à ce moment-là qu'on va définir certains points de base qui n'étaient pas encore définis. Par exemple, le nom. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre nom, parce qu'il ne va pas vous quitter. Et il y a des noms qui peuvent être particulièrement marquants. Et évitez les noms comme Boba Fett, ouais, par exemple. Ouais, n'oubliez pas que vous jouez dans un contexte historique aussi, normalement. La nationalité, l'origine ethnique, la situation familiale, l'endroit où il est né, où il a grandi, la religion, tout ça, ça peut enrichir votre personnage. Et à partir de tout cela, vous allez pouvoir élaborer une histoire en gardant en tête les données chiffrées de votre personnage joueur. Pourquoi est-ce qu'il a ces caractéristiques ? Où a-t-il acquis ses compétences ? Pourquoi a-t-il développé ces éléments de profil ? Comment ? Essayez d'être cohérent avec votre profil, avec toutes les données chiffrées et avec ce que vous avez écrit précédemment. Alors bien entendu, on en revient à l'idée qu'on peut s'inspirer d'un personnage de fiction ou historique. Vous pouvez même, moi je vous le conseille parce que je trouve ça très sympa, vous pouvez faire des recherches pour étouffer votre personnage. Quels étaient les journaux qui paraissaient, où il aurait pu travailler s'il est journaliste, à quoi ressemblait la vie sur un bateau en 1900 si c'est un vieux marin et qu'il vient juste de prendre sa retraite, à quel mouvement artistique mon personnage joueur est lié, trouver quels sont les peintres marquants et le genre de travaux qu'ils ont pu faire à cette époque. Pour vous aider, vous avez quelque chose de très intéressant qui sont les petits encarts dans le manuel de l'investigateur, tous les petits encarts telle chose dans les années 20. Alors, par exemple, l'anthropologie dans les années 20.
déjà vous donne une petite base si vous avez un personnage anthropologue. Quels sont les noms marquants, quelles sont les découvertes récentes, quels étaient les courants. À partir de là, vous pouvez approfondir vos recherches dans tel ou tel domaine. Alors, généralement, vos premiers historiques, ils seront très courts. Moi, je me rappelle que les premiers que j'avais faits, c'était quelques lignes. Et puis, ils ont tendance à s'étoffer. Les faites quand même pas trop longs, parce que plus de 2 pages, le maître de jeu ne vous lira plus. Si vous voulez qu'il vous suive, n'en mettez pas 12 doubles pages. Ouais. N'oubliez pas qu'il prend des heures et des heures à lire et à préparer sa campagne. Donc, à l'inverse, si vous êtes maître de jeu, lisez les historiques et essayez de les intégrer dans vos histoires, parce que ça fait toujours plaisir aux joueurs quand il y a des références. Alors là encore, je vais revenir à ce que je vous ai proposé précédemment. Vous pouvez aussi décider de ne pas écrire votre historique au début, mais au fur et à mesure de l'aventure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas réparti vos points de compétences, vous pouvez être comme un personnage de roman que l'on découvre peu à peu. Cependant, pour ça, il vaut mieux garder une trace écrite. Donc à la fin du scénario, là où vous avez commencé à mettre vos points de compétence à telle ou telle compétence, dire voilà, je les ai pour ça, et ainsi agrandir petit à petit votre historique et étoffer votre historique. Super. Est-ce que tu me permettrais de lire un historique de personnage ? Très bien, oui, si tu veux. J'ai repris un exemple qu'en fait Guillaume avait écrit il y a quelques années quand on a démarré une campagne ensemble avec des étudiants à Arkham. Donc, comme tu disais tout à l'heure, très original. Mais voilà, on avait commencé une série de différents scénarios qui se sont enchaînés. Avec quelques personnages qui étaient des étudiants. Et donc je vais vous lire l'historique du personnage que Guillaume avait créé pour moi, qui s'appelle Manfred Peabody. Ça va vous donner un peu un exemple d'un historique qui est assez succinct, mais dans lequel on a des détails intéressants et qui peuvent bien servir pendant le jeu. Né le 12 septembre 1903, c'est le second et dernier enfant d'Oscar Peabody, gardien-chef du pénitencier d'Aylesbury, et de Kathleen O'Hara, femme au foyer. Très jeune, Manfred se révéla très doué pour les études. Il brilla dans toute sa scolarité. Il était particulièrement fasciné par les langues et les civilisations anciennes. Il s'intéressa aussi à d'autres sujets, comme l'astronomie ou l'étude de l'allemand. Ses parents, en se privant, lui permirent d'intégrer une école supérieure d'Aylesbury. Ses excellentes notes lui permirent de s'inscrire pour des études de sciences humaines et de langue à la prestigieuse université miskatonique d'Arkham. Il y sera accompagné par son cousin plus âgé, Frank O'Toole. Un mémoire particulièrement brillant sur le procès des sorcières de sorcellerie de Salem lui permit de décrocher une petite bourse. En cumulant sa bourse et les sommes versées par ses parents, il arrive à $500 par an. Son apparence, Peabody pourrait être assez beau garçon s'il faisait quelques efforts. Il est plutôt frêle, avec des traits délicats, des cheveux châtain clair lisses et des yeux verts. Il a une peau assez pâle. Il porte de grosses lunettes dues à sa myopie. Il a avant tout l'air d'un intellectuel. Il porte habituellement un complet marron ou gris assez passe-partout pour l'université. Faire des efforts vestimentaires pour plaire aux autres lui semble une idée complètement farfelue. Donc voilà. J'aime bien d'ailleurs la dernière phrase parce qu'on amène une sorte de réflexe qu'il pourrait avoir en fait pendant les scénarios en se disant faire des efforts vestimentaires pas particulièrement quoi. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que c'est une idée farfelue. Pour lui c'est pas quelque chose de logique. Donc peut-être que dans la façon dont moi je l'ai joué, il y a eu un moment donné où peut-être que le jour où je me suis hyper bien habillé, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, quoi. Vous voyez que dans l'historique, il n'y a pas forcément les traits qui sont repris.
ni la tâche vitale. Mais c'est juste... moi, c'est vrai que je fais souvent des historiques à partir de la situation familiale, en partant de où il est né et quelle est sa famille, tout simplement. Bien, je pense qu'il est temps de conclure ce long podcast. Et encore, nous n'avons pas traité d'éléments les plus rébarbatifs de la création de personnages, comme le calcul des demi et des cinquièmes sur les compétences et les caractéristiques, l'équipement ou ce genre de choses. Moi, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui s'éclatent avec ça, notamment avec les équipements, mais là, on va se contenter de les citer. On n'a pas non plus parlé des créations en groupe. Là, on a considéré qu'on parlait de la création individuelle, ce qu'on appelle généralement la session 0, c'est-à-dire réunir ces joueurs pour préparer le groupe et c'est éventuellement aussi préparer que chacun tire ses personnages. On le fera peut-être dans un épisode ultérieur, mais pas aujourd'hui. On fera peut-être, un épisode spécial session 0. Ben pour conclure, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire ? J'espère déjà que ça aura pu vous aider, que vous soyez joueur ou MJ débutant ou même plus chevronné. Et puis vous dire aussi que la création de personnages, c'est aussi un bon moment qui mérite qu'on y passe un petit peu de temps. On espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire dès à présent via notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou directement dans votre application de podcast préférée. Laissez-nous des commentaires également, on se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous. En attendant un prochain épisode, on vous souhaite de bonnes parties. On ne peut pas encore trop vous annoncer quel va être le contenu du prochain épisode. On a plusieurs pistes. Ce sera peut-être un hors-série sur un jeu. Ou alors peut-être qu'on reviendra à l'évocation des premières années d'édition de l'Appel de Cthulhu en France. Oui, on avait fait l'épisode sur 1984. Peut-être qu'on dans tous les cas, on aimerait continuer cette série-là. Et il y a tellement d'idées que voilà, il faut qu'on se penche sur la suite. Et puis un jour, vous aurez une suite de la boîte à outils où on se penchera sur le chapitre 4 du manuel du gardien, c'est-à-dire le chapitre sur les règles de base, je crois, tout simplement. Non, ça commence peut-être par les... Non, ça commence par les compétences. Donc, un chapitre sur les compétences. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Et de bonnes parties. Tagen.